voulez à nouveau dézoomer et venir s'interroger sur l'action au niveau local, à nouveau avec des invités du Livre Blanc. Je vais demander à Nathalie Perrin-Gilbert, à Élise Michalet, à Laure Seda et à Sarah Kébir de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Merci, mesdames. Voilà, juste le temps de s'installer. Merci beaucoup. On enchaîne. C'est une soirée, je vous avais promis que ce serait dense. Je vous demande encore 20-25 minutes de patience avant, parce qu'on attend tous le buffet. Je plaisante. Non, mais voilà, ça vous détend un peu. C'est pour changer un petit peu de sujet. Donc, on a parlé d'international, on a parlé de national. On va parler évidemment de la puissance des voix des femmes au niveau local. Et pour cela, voilà, on va un petit peu donner la parole à des figures très différentes qui ont une façon bien à elles de porter leur voix. On va commencer avec Nathalie Perrin-Gilbert, qui est ancienne adjointe à la culture de la ville de Lyon. Pareil, vous êtes un visage très connu des Lyonnais. Je pense que tout le monde vous connaît dans cette salle. Vous êtes très engagé pour votre ville depuis que vous avez depuis 30 ans. Voilà, depuis 30 ans. Et n'ayons pas peur de le dire. À vos côtés également, Élise Michalet, vous êtes agricultrice et éleveuse à Saint-Genis-les-Œillères à côté. S'il vous plaît, juste, on entend les petits. En fait, je vous donne un petit secret, c'est que Fabienne, en fait, on entend hyper bien quand vous parlez dans la salle. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolée de jouer la maîtresse d'école. D'habitude, c'est à ma mère ce rôle. C'était son métier, je peux le dire, maman. Voilà. Donc, Élise Michalet, agricultrice éleveuse. Vous êtes aussi présidente de la FDSEA, qui est un syndicat agricole depuis 2024. Et vous avez été la première femme à occuper ce poste pour le Rhône, en tous les cas. Voilà. À côté de Nathalie, Laure Seda. Laure, vous êtes administratrice culturelle. Alors, je suis désolée, dans le programme, on vous a donné les galons d'avocate. Bon, je ne sais pas, on s'est emballé. On distribue. Hein, si tu veux faire l'école, elle est à côté. On peut peut-être dealer quelque chose à la fin de la soirée. Mais en tout cas, tu es administratrice culturelle et co-dirigeante du Café 203, institution lyonnaise, engagée pour la sécurité des aménagements routiers, en raison d'une situation, d'un drame personnel dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et puis, maître Sarah Kébir, que je ne présente plus, la vice-bâtonnière du barreau de Lyon, évidemment avocate et évidemment engagée pour porter la voix et les valeurs de la profession d'avocat dans le débat public. Et on a vu que c'était ici des actes avant d'être des mots, donc c'est toujours important. Et au travers de cette table ronde, moi, ce que je voulais, c'est qu'on parle un peu de ce sujet, parce que les femmes, elles sont souvent réticentes à l'idée de s'engager dans le débat public. C'est toujours un peu compliqué, parfois à raison, parfois à tort. En tout cas, on s'en fait tout un monde. Et à travers vos témoignages, je voulais un petit peu qu'on entende ça ce soir. Et donc, je vais vous poser première question à toutes les quatre. Je voudrais que vous nous parliez chacune de votre engagement personnel dans le débat public. Comment il se caractérise pour vous, et puis, quelle est sa spécificité et pourquoi vous l'avez choisi. Nathalie, est-ce que je peux commencer par vous donner la parole en premier, s'il vous plaît ? Oui, d'abord merci. Merci Alexandra. Et puis je voulais dire combien cette soirée fait du bien et stimulante aussi de voir les différentes formes et visages et possibilités d'engagement. Et c'est stimulant. C'est bouleversant aussi parfois et ça nous appelle évidemment à l'humilité, mais je crois qu'en effet il y a cette énergie qui est présente et qui nous fait du bien. Alors il y a plein de belles formes d'engagement. Moi j'ai choisi, je ne sais pas si j'ai choisi, ça c'est fait, l'engagement en politique et l'engagement en politique à Lyon. Alors comment le caractériser ? Je dirais que ça a d'abord été un engagement assez jeune puisque j'ai été élue, ça fait maintenant bientôt 30 ans, donc à 23 ans, conseillère municipale et maire du 1er arrondissement à 29 ans. Que dire ? Dire qu'évidemment, quand on démarre jeune en politique, il y a 30 ans,
oui, on est confronté à un certain nombre d'obstacles et de réflexions sexistes et qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Mais ce n'est pas finalement ça le cœur de ma réflexion que j'avais envie de partager ce soir. Je me suis un peu interrogée sur qu'est-ce qui a été finalement le plus compliqué pour moi. En témoignage, hein, je partage simplement. Eh bien, le plus compliqué pour moi a été simplement de revendiquer une égalité. On a parlé du mot égalité tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai commencé en 95, j'étais deuxième, derrière un homme, deuxième sur une liste. En 2001, j'étais deuxième, toujours derrière le même homme, sur une liste, sur le premier arrondissement. En 2007, j'étais deuxième, derrière un homme, j'étais suppléante d'un député. Et puis un jour, en 2008, j'ai dit, à l'époque, à Gérard Collomb, j'en ai assez d'être deuxième en fait. Il n'y a pas de problème, hein. Simplement ça fait 13 ans que je suis deuxième, que je suis au service d'eux. Et juste après 7 ans de mandat en tant que maire d'arrondissement, j'aimerais tout simplement être tête de liste sur le premier pour défendre mon mandat devant les électeurs, hein, redevabilité, etc. Et puis porter la liste pour la suite. Et c'est là où on a commencé à dire, voilà, elle a mauvais caractère, on ne peut pas travailler avec elle. Voilà. Et en fait, quand je refais l'histoire, c'est né de là. À partir du moment où je n'ai pas demandé une place plus grande que les autres, mais juste ma place après 13 années où j'avais beaucoup travaillé, me semble-t-il, et où j'avais juste envie de dire, je suis peut-être un peu légitime, simplement pour ne plus être le faire-valoir voilà, et être juste à ma place. Et je crois que c'est là où ont commencé quelques difficultés. Associé à ça, une forme de liberté de parole, parce qu'encore une fois, et on se l'était dit lors d'une rencontre, je ne considère pas la politique comme une carrière. J'aime pas dire que je suis une femme politique. J'aime dire que je suis une femme engagée en politique. Et pour moi, ça, c'est important. Parce que ça veut dire que jamais, à un moment donné, quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Et tant pis si ça nuit à une évolution quelconque. Parce que ça sera contraire à ce que je pense profondément et à mon engagement. Et je crois que le jour où j'aurai perdu ça, il sera le temps que j'arrête. Voilà. Merci Nathalie. Élise, alors, vous, on change de secteur, vous êtes agricultrice. Quelle mouche vous a piqué pour aller prendre la parole, parler de votre profession dans un milieu qui est, alors pour le coup, lui aussi sacrément masculin? Je me trompe? Déjà, quelle mouche m'a piqué pour venir ici, mais déjà, je vous remercie vraiment de m'avoir invitée parce que je pense que parler de l'agriculture au cœur de Lyon, ça me tient à cœur et je pense qu'il faut qu'on y arrive un petit peu plus. Très honoreux aussi d'être parmi vous et puis des témoignages très touchants depuis tout à l'heure. Je pense que voilà, je félicite l'ensemble des personnes qui ont témoigné, qui nous ont aussi beaucoup appris sur beaucoup de choses aujourd'hui. Donc moi, je suis agricultrice à 2 pas d'ici, c'est sûr. Alors je suis un peu atypique puisque je dirais que je suis une brune qui élève des blondes, puisque je suis brune et j'élève des blondes d'Aquitaine. Donc c'est une race de vaches allaitantes qui produit de la viande pour la brocherie traditionnelle. Très bien. Donc, voilà. Je me suis engagée syndicalement très jeune, en 2005. Donc j'avais 25 ans. Voilà, aux jeunes agriculteurs, parce que quand on débute, on commence chez les jeunes agriculteurs. Après, vous n'avez plus l'âge. Puis j'ai gravi les échelons. J'ai été présidente des jeunes agriculteurs quand même en 2009-2010. Une période difficile qui a été la crise du lait, par exemple. Après, j'ai été secrétaire générale de la FDSEA. Et puis, cette année, en 2025, ça fait 1 an que je suis présidente de la FDSEA du Rhône. Donc, il faut savoir que nous sommes 4 femmes présidentes dans la région Aura de ce syndicat. Ce qui est beaucoup pour notre région, parce qu'au niveau français, il n'y en a peut-être que 10. Donc, on est une très belle région qui représente les femmes en Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense que l'engagement syndical, c'est vraiment passer du temps pour les autres. Pour pas un sou, hein, je vous rassure. Aujourd'hui, nous, on défend nos convictions, faire reconnaître l'agriculture dans le département du Rhône, faire remonter nos problématiques au plus haut de l'État français. Vous nous avez beaucoup entendu l'année dernière lors de notre mobilisation syndicale dans la rue. Il faut parfois en arriver là pour se faire entendre. On a mis 1 an pour se faire entendre et pour aboutir à quelque chose, parce que je pense que les lois qui sont en train de se voter aujourd'hui à l'Assemblée
c'est l'aboutissement de nos revendications. Donc ça, c'est notre objectif. Voilà, aujourd'hui, être une femme responsable, c'est aussi difficile parce que les hommes ne nous laissent pas toujours la place. Là, on sort d'élections à la Chambre d'agriculture du Rhône, donc à la Chambre d'agriculture France, que vous avez dû entendre parler. C'était moi la tête de liste, une femme. Ça ne l'avait jamais été dans le département du Rhône. J'ai beaucoup tenu ma place. On a gagné très correctement. Voilà, avec 50% des voix, tout juste. Donc c'est une belle victoire qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller gagner. Monsieur a parlé d'engagement tout à l'heure. Je pense qu'il faut que tout le monde s'engage au niveau qu'il le souhaite. Je pense que dans peu de temps, on a des engagements à mener toutes. Parce qu'en fait, si on veut que la vie change, eh bien, il faut s'engager. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas content si on n'a pas voté et si on ne s'est pas engagé. Voilà. Alors ceux qui votent pas, eh ben vous pouvez pas être. Moi, je m'en fiche pour vous voter, mais on vous donne le droit de vote. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu. Et ben il faut le revendiquer, mais il faut le faire. Voilà. Donc et puis si vous engagez dans votre vie municipale, ça sera encore mieux. Et puis si on peut avoir à la tête de Lyon ou de la métropole une femme, j'en serais encore plus ravie. Le message est passé. Laure, alors vous allez nous partager une autre forme d'engagement. Vous, c'est un drame personnel qui vous a amené à devoir vous engager. Et donc, vous avez choisi de s'engager pour la sécurité des Lyonnais. J'avais envie qu'on vous entende et qu'on vous donne la parole ce soir pour que vous puissiez partager cette forme d'engagement. Alors moi, finalement, je me suis engagée par accident au sens propre du terme. C'est l'accident de ma fille. Donc en 2022, ma fille est sur une trottinette avec son petit ami qui s'appelle Warren et elle est percutée par un chauffard. Elle perd la vie sur le coup alors qu'elle circulait sur une voie où elle avait le droit de circuler, une voie bus-vélo partagée. Et ce jour-là, ma vie bascule. Donc pendant 1 an et demi, je pense que ma voix, pas grand monde l'a entendue, à vrai dire. J'étais complètement anéantie. En fait, on n'est jamais prêt à perdre son enfant. C'est pas dans l'ordre des choses. Et puis un jour, je suis dans mon quartier, je rentre chez moi et je m'aperçois que juste en bas de chez moi, juste en face de l'endroit où ma fille est morte, on aménage des voies dont moi, je connais absolument la dangerosité puisque ma fille est morte. Et je me dis, mais c'est pas possible. Parce que ça va recommencer, en fait. Moi, je le sais parce que ma fille est morte. Donc, en fait, quand vous aménagez des voies comme ça, vous faites courir le risque de mort à d'autres gens. Et d'autres gens que moi vont potentiellement avoir le même tragédie, la même drame, la même souffrance. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est plus possible. Et franchement, j'étais pas amenée à prendre autant de place ou ma place dans l'espace public. Et je me suis dit qu'il fallait que je lance un cri d'alerte et je dois bien avouer que j'y suis pas allée de main morte parce qu'en mai 2024, j'ai écrit un courrier à Monsieur Doucet, à Monsieur Bernard, que j'ai adressé à l'intégralité de la presse lyonnaise. Et le titre de ce courrier, c'était « Combien de morts voulez-vous encore ?» Ça avait le mérite d'être très clair. Ça veut dire que je leur demandais, je les mettais en responsabilité de dire si ça recommence, c'est de votre faute. Et c'est une maman qui a perdu son enfant qui vous le dit. Vous nous mettez en danger. Aujourd'hui, à Lyon, c'est la guerre du bitume. Personne ne sait circuler en sécurité, que ce soit les piétons, les vélos, les voitures. Je pense qu'on est tous à la même enseigne. On ne sait plus comment faire. Et finalement, je me suis dit, c'est terrible, mais peut-être que parce que moi, j'ai perdu ma fille, on va m'écouter, parce qu'en fait, ils ne vont pas avoir le choix. Et c'est comme ça que je me suis engagée il y a à peu près 1 an et demi à prendre ma place, à prendre de la place, grâce aussi à l'équipe des Lyonnes, grâce au fait que je vous rejoins, que je suis une femme sécurisée parce que j'ai une famille extraordinaire, j'ai des amis extraordinaires, j'ai un mari merveilleux.
J'ai un fils extraordinaire aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, si je peux prendre ma place, parce que c'est que je suis une femme sécurisée, qu'on m'a donné les moyens de faire porter ma voix, et maintenant je suis là, et c'est ce que je dis quand je vais rencontrer les pouvoirs publics, et je leur dis droit dans les yeux, s'il vous plaît, prenez vos responsabilités, parce qu'on a bien conscience que vous ne pouvez pas tout régler, mais sur l'aménagement d'une rue, sur l'aménagement d'un rond-point, vous pouvez le faire, alors faites-le. Alors, Sarah, c'est pas facile hein, là, de rebondir. 4e forme d'engagement, évidemment, raison pour laquelle on est là ce soir, le barreau de Lyon. Toi, tu es avocate. Comment il s'est manifesté cet engagement? Pourquoi c'est si important? Parce que c'est pareil, avocat, vous êtes spécialisé sur des thématiques, mais aller plus loin sur le barreau, et Dieu sait que vous portez des messages très nombreux. Oui, effectivement, on porte de nombreux messages, surtout au barreau de Lyon. C'est le premier barreau de province. Il compte plus de 4000 avocats, donc c'est un barreau qui compte sur la scène nationale. Et cet engagement, il est double. C'est l'engagement pour la profession et puis c'est l'engagement pour les citoyens. Donc l'engagement pour la profession, c'est d'avoir candidaté à ces élections, au bâtonnat. Alors moi, j'ai un double défaut peut-être, je ne sais pas, on verra plus tard. Je suis une femme et je suis jeune. Donc c'est vrai que là, j'ai multiplié. Alors si ça ne dure pas, mais peut-être que je vais en profiter alors. Du coup, c'est profite maintenant. Je vais en profiter. Femme, ça va durer. Ça, c'est sûr. L'autre... Bon, donc profitons-en. L'objectif, c'était de pouvoir porter pour le barreau cette voix particulière. Alors j'ai de la chance parce que j'ai un bâtonnier qui a dû s'éclipser, mais avec lequel je partage un certain nombre de valeurs. On est très alignés. Et j'ai une double chance, c'est qu'au barreau de Lyon, on a des femmes bâtonnières et vice-bâtonnières depuis un certain temps. Et on a des bâtonniers qui sont très conscients de la question, puisqu'il y a assez peu d'hommes dans la salle. Le bâtonnier en exercice a dû partir, mais j'ai un bâtonnier, un ancien bâtonnier qui est là, qui était déjà là l'année dernière. Et donc, ce sont des questions qui sont au cœur du collectif depuis longtemps. Donc ça, c'est pour la profession. Et on est en majorité maintenant au barreau. Donc s'investir, c'est porter la voix de femmes, et notamment dans le cadre de nos conditions d'exercice. Et donc sur un mandat de 2 ans, c'est court, un mandat de 2 ans, mais on a réussi à impulser un certain nombre de dynamiques. Je ne vais pas être très longue parce que le buffet commence à se préparer, mais c'est la priorité de passage des avocates enceintes en audience. Normalement, c'est un usage au sein des avocats, c'est la règle de confraternité, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours respecté. Donc à Lyon, on a fait inscrire ça dans notre règlement intérieur. L'objectif, quel est-il? Ce n'est pas de considérer qu'être enceinte, c'est une maladie, absolument pas, mais c'est de permettre aux avocates enceintes, qui sont pour la très grande majorité des avocates libérales, donc indépendantes, de travailler le plus longtemps possible en facilitant leurs conditions d'exercice. Parce que quand on va en audience, on y va pour 9 heures, on peut attendre jusqu'à midi, on ne peut pas forcément s'asseoir, on peut pas. Donc on va au bout de la confraternité en facilitant leur exercice. Et puis c'est un engagement aussi pour l'ensemble des citoyens, parce que par cette fonction de représentation, on va pouvoir intervenir dans des débats de société, être les interlocuteurs des pouvoirs publics, pousser, porter des projets jusqu'au niveau législatif. Alors sur un autre domaine que celui d'Élise, mais on va intervenir, par exemple, moi, mon nouveau cheval de bataille, rejoignez-moi, c'est d'essayer d'interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d'avoir des modes d'accueil de jeunes enfants qui soient satisfaisants pour qu'on puisse concilier maternité et travail. Là, il est tard, je ne sais pas quelle heure il est, mais si je n'ai pas une proposition de mode de garde adapté pour les enfants que je n'ai pas encore, mais ce n'est pas grave, c'est pour le principe, eh bien, je ne pourrais pas être là. Donc, il y a une vraie voix à porter auprès des pouvoirs publics pour que tout ça devienne une priorité et qu'on puisse être dans un cercle vertueux qui va nous permettre de véritablement dépasser des freins qui sont des contraintes matérielles. Merci, Sarah, de partager avec nous ces choix.
Moi, je voulais vous interroger, je voulais que vous nous partagiez un petit peu avec vous si, de votre point de vue, c'était plus violent d'être une femme et de s'engager dans le débat public, de vos expériences respectives. Et est-ce que vous considérez qu'il y a une urgence, une importance, un besoin particulier de le faire pour les femmes? Enfin, voilà, si vous avez un message à faire passer, c'est maintenant. Parce que c'est quasiment la fin de la soirée. Il est 20h30, Valérie, tu m'avais dit de te le dire. Je fais passer un petit message personnel. Ça, c'est fait. Est-ce que vous avez trouvé que c'était plus violent? Et qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nos invités ce soir? Ce qui est plus violent, c'est que je pense qu'il y a une plus forte exigence et qu'on doit plus prouver notre capacité à agir, à décider. Alors c'est peut-être à la fois nous-mêmes qui nous mettons un plafond de verre, mais c'est aussi un plafond de verre qu'on nous fait bien sentir. Et oui, j'ai démarré aussi jeune et femme. J'ai travaillé beaucoup plus que certains de mes collègues. Je crois que c'est une réalité qui existe encore, mais c'est pas grave. En fait, j'ai envie de dire parce que je crois que c'est aussi comme ça qu'on peut. La politique, c'est aussi de l'argumentation, et donc si on a travaillé plus, on l'emporte généralement. Enfin voilà, moi je crois à cette vertu-là, mais oui, ce qui est quand même violent, c'est cette suspicion qu'on serait là pas pour les bonnes raisons. Voilà. Oui, ça c'est clair. Oui. Laure, est-ce que c'est plus violent? Est-ce que tu ressens que c'est plus dur d'être une femme pour porter ces messages? Alors, je crois que je ne me suis pas du tout posé la question. Okay. Vraiment, je pense que la question n'est pas là. Par contre, j'étais en train de me dire qu'effectivement, si en face de moi, sur les rendez-vous importants que j'ai eus par rapport à la sécurité, j'avais eu des femmes et que j'avais eu des mères, je crois que ça aurait été différent. Vraiment. Et du coup, peut-être que se dire on a absolument besoin de plus de femmes pour une gouvernance qui soit différente, avec des valeurs peut-être d'humanité plus fortes. Je crois qu'on est différents, on est complémentaires, mais on est différents, et que la différence qu'apporteraient les femmes dans le monde et dans le monde politique irait vers plus de douceur, plus d'humanité. Il me semble qu'on en a fondamentalement besoin aujourd'hui. Alors moi, je dirais qu'on est différentes, mais on sait s'adapter, on sait préparer, puisque nous, on prépare parce qu'on a peur de se tromper. Voilà, les hommes s'adaptent très vite, mais nous aussi, on prépare et on va faire face à la situation. Tout à l'heure, on a parlé aussi un peu de discrimination et puis de salaire discriminatoire. Moi, je vais juste vous citer une chose, c'est qu'entre les retraites des hommes et les retraites des femmes agriculteurs, il y a une différence folle. Voilà, un retraité agricole, c'est 1 000 € et un retraité femme, c'est 700 €. Voilà, on a travaillé pareil. Aujourd'hui, nous avons le même statut que les hommes, puisque j'ai exactement le même statut que mon conjoint, mais j'aurai 700 € de retraite et lui aujourd'hui il a 905 €, donc il n'a même pas 1 000 €. Voilà, donc ça c'est un débat qu'il va falloir porter et qu'on se bat tous les jours aussi pour faire avancer ce droit à la retraite juste, parce qu'on ne sait pas un tarif juste aujourd'hui. Voilà. Et je conclurai en disant qu'il y a un très beau buffet qui vous attend par la suite, j'en suis sûre. Mais pensez que derrière ces petites bouchées, il y aura forcément un agriculteur et que si on n'est pas là, eh ben, on ne va pas manger grand-chose. Alors, achetez français. Sarah, quel message toi, tu veux nous passer pour conclure cette table ronde? Alors, moi, j'ai trouvé 2 éléments de violence. Le premier, mais j'ai un petit peu changé d'avis dans le cadre de ma réflexion, c'est les quotas. Voilà, ce sont les quotas. Moi, je trouve que les quotas, c'est extrêmement violent. J'y étais très opposée et puis j'arrive de plus en plus à être convaincue que c'est une nécessité pour faire avancer les choses, hélas. Mais je trouve que c'est violent. Je trouve que c'est violent quand on nous pose la question de « Ah oui, mais peut-être que… » Et on est violente avec soi-même parce que parfois on se pose la question « Mais est-ce qu'on est venu me chercher parce que j'étais une femme ?» Voilà. Et donc on a aussi une forme de violence envers nous-mêmes à se poser certaines questions et à toujours rechercher
la petite bête et à vouloir travailler davantage en se disant soi-même qu'on a quelque chose de plus à faire. Par exemple, ce soir, est-ce que, moi, la première fois, je crois que j'ai pris la parole pour le barreau, m'a demandé si dans mon agenda, j'avais prévu le coiffeur. Et après, je me suis dit, mais est-ce qu'on demanderait à mon bâtonnier s'il a pris la bonne chemise ou s'il est passé chez le barbier? Non, mais c'est vrai, mais ce sont des stéréotypes. C'était pas une question mal intentionnée du tout, mais cette différence de traitement qui nous impose à nous les femmes, toujours un peu plus que les hommes, renvoie un message un petit peu violent. Mais tout ça va cesser. Merci beaucoup.